Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive à Cotonou au Bénin avec le président de la République, Patrice Talon. Avec moi pour vous interviewer, Monsieur le Président, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, cette année a été marquée par une grave crise politique et par des violences meurtrières. Les législatives se sont déroulées en l'absence des partis de l'opposition et le 28 avril, 3/4 des Béninois se sont abstenus à ces élections législatives. C'est un record. Est-ce que cela n'a pas été pour vous un désaveu ? Je veux bien vous l'entendre dire ainsi, désaveu. Désaveu par rapport à quoi ? Par rapport à la réforme du système politique ou par rapport à mon action globalement, au plan économique, au plan social, au plan sécuritaire, au plan éducationnel. Alors, un désaveu, je ne pense pas, je ne fais pas cette lecture. À mon arrivée, j'ai dit haut et fort que la réforme du pays s'imposait sur tous les plans, y compris sur le plan politique. Les lois qui ont été votées pour réformer le code électoral, pour réformer la charte des partis politiques, ont été des lois qui ont été votées par le Parlement sortant. Celui qui était là, les députés qui étaient en place avant mon arrivée, c'est eux qui ont voté les lois en question. Mais dans la mise en œuvre de ces lois, comme on a pu le constater, il s'est posé quelques problèmes. Tout le monde n'a pas été en mesure de satisfaire les exigences de la loi. Les lois ont mis la barre, il faut l'avouer, un peu haut. Vous le regrettez peut-être un petit peu ? Non, je ne peux le regretter parce que c'était une bonne chose. Mais je trouve que la classe politique et les groupes politiques n'étaient pas suffisamment préparés à satisfaire les exigences qu'eux-mêmes ont fixées. Ça a pu donner donc lieu à des controverses, sur quoi nous avons assisté. Mais vous savez, quelles sont les réformes constructives, réparatrices, qui n'engendrent pas de heurts et des controverses. C'est pour cela que la pertinence de la réforme, peut-être, on peut le dire, a été confirmée par les difficultés que nous avons eues à mettre ça en œuvre sans histoire. Mais c'est derrière nous. Alors, ce qui n'est quand même pas totalement derrière vous, vous avez parlé des heurts, il y a eu des violences meurtrières, très rare, presque sans précédent dans le pays. Votre ministre de l'Intérieur a admis que les forces de sécurité avaient utilisé des armes létales. Amnesty International affirme qu'il y avait au moins 4 morts, qu'il y a eu au moins 4 morts, pardon. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, officiellement, parce que le gouvernement n'a jamais exprimé sa position, combien il y a eu de morts lors de ces troubles? Il y a eu des morts. Combien, Monsieur le Président? Je peux vous l'affirmer. Le procureur de la République et le ministère de l'Intérieur ont annoncé qu'il y a eu environ 4 morts. Ça, c'est, vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qu'on appelle des chasseurs qui ont été mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays par des acteurs politiques. Et des chasseurs qui ont tiré avec des armes sur les agents de sécurité, sur les militaires, sur les policiers et même sur les civils. Et parfois, la riposte de protection du bien public et de protection de soi a amené certains agents de sécurité à faire face aux tirs de ces chasseurs. Alors, les dégâts que ça a pu causer au plan humain, dans un cas ou dans l'autre, parfois pour dissimuler leur action, certains sont partis avec leurs blessés. Parce que quand vous tirez sur les forces de l'ordre et qu'ils ripostent, pour ne pas laisser des traces de qui vous êtes, les gens partent parfois avec leurs blessés. Non, nous avons, en estimant que les dégâts qui ont pu être causés ici et là, je confirme que le nombre de morts pourrait atteindre le chiffre de 4. Et vous prenez votre part de responsabilité? Tout à fait, comme la plupart des Béninois. Je suis le premier responsable aujourd'hui des forces de sécurité. Je suis le premier responsable en matière de maintien de l'ordre. Et toutes les fois qu'il y a des dérapages, qu'il y a une foule, un groupuscule de gens qui s'attaquent à leurs semblables, à leurs autres concitoyens, je suis le premier à assumer la responsabilité, dans un cas ou dans l'autre. Monsieur le Président, est-ce que vous allez donc vous représenter en 2021 ?
être réélu éventuellement ou non, être candidat éventuellement ou non, ne conditionne pas mon action au quotidien. Et cette candidature éventuelle dépend de 3 choses. Ça dépend de ma disponibilité personnelle, de mon état d'esprit. Ça dépend de l'environnement politique dans lequel nous sommes, puisque les réformes qui sont en cours tendent à renforcer le rôle des partis politiques. Le 3e facteur duquel dépend donc une éventuelle candidature de Patrice Talon, c'est la mise en œuvre de mon action actuelle. Et je suis relativement satisfait de la définition de l'action gouvernementale. Même si dans la mise en œuvre, il nous a fallu plus de temps que prévu. Ces 3 facteurs, demain, détermineront mon choix. Mais je vous dis, j'aviserai en tenant compte de ces 3 facteurs demain, si je dois être candidat ou non. Il y a aussi évidemment le cas de l'ex-président Thomas Boniaï. Il y a eu des semaines de tension, ici même à Cotonou. Vous avez fini par le laisser partir à l'étranger. Oui. Alors, des questions très concrètes. Est-ce que vous vous êtes parlé directement et va-t-il rentrer au Bénin? C'est tout mon souhait que le président Boniaï rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Le président Boniaï est désormais une personnalité particulière dans l'espace de vie au Bénin. Et nous avons au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, et c'est également ma conviction, il est important que l'alternance politique soit une réalité en Afrique, que les présidents en exercice puissent facilement passer la main. Et c'est pour cela que quelqu'un qui a été président de la République et qui peut-être même confondu des choses répréhensibles doit faire l'objet d'un traitement particulier. C'est difficile à dire parce que je viens de vous dire tantôt que chacun doit répondre de ses faits et gestes, mais les nations africaines, les pays africains continuent de se construire. Je ne peux pas vous dire que la nation béninoise, nous avons fini de la construire, elle est une et complète, non. J'ai également dans mon rôle actuel la responsabilité de porter ma pierre à la construction de la nation béninoise. Et pour peu qu'un ancien président fasse l'objet de tracasseries fondées ou pas, une bonne partie de la nation, du peuple, peut mal le percevoir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regretté l'implication du président Boni-Bouyaï dans ce qui s'est passé, parce qu'il a été impliqué dans ce qui s'est passé. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit ouvertement, parce que moi j'ai un langage assez direct, je lui ai fait comprendre. Mais c'est désormais du passé. Mais malgré cela, mon souhait était qu'il rentre et qu'il montre au peuple béninois que même s'il a désapprouvé la manière dont les élections se sont passées par la mise en œuvre des nouvelles lois et que cela a pu amener de la violence, de la controverse et consorts, nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. Le président Boniaï a été 10 ans président de la République du Bénin, donc responsable de notre devenue, de notre destin commun, même s'il n'est plus dans la charge, la noblesse de la fonction doit continuer d'être pour lui un impératif. Et c'est pour ça que ce serait bien que le président Boniaï rentre, d'autant qu'aujourd'hui, plus personne ne doit craindre les suites de son action à cause de l'amnistie. Donc il n'a plus rien à craindre, même si il avait des inquiétudes quant à l'interpellation d'un juge sur ce qui a pu se passer. C'est fini. Le 20 août dernier, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec tous ses voisins, et notamment avec vous, oui. Le Bénin. Alors, on connaît les raisons économiques, notamment la lutte contre la contrebande, mais on sait aussi l'investissement de l'ancien président Obasanjo en faveur du président Boniaï. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause du traitement qui a été initialement infligé au président Boniaï que le Nigeria a pris cette mesure? Je trouve ça assez curieux
que on dise que parce que le président Boniaï a reçu une convocation d'un juge, et que cela a pu être une raison de fermeture des frontières du Bénin. Non. La situation du Bénin, des frontières terrestres entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, est une situation difficile. Elle est préoccupante aussi bien pour nous, pour notre population, pour nos acteurs économiques, que même pour les autorités nigérianes. J'ai vu le président Buhari déjà plusieurs fois sur la question. Il est très embarrassé. Les administrations sont en train de travailler pour enfin trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas... D'abord, elle ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que nous sommes deux pays frères. Et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous, nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les deux peuples. Et ce n'est pas la volonté du président nigérian. Pas du tout. Et ce n'est pas non plus ma volonté, et nous travaillons à cela. Donc vous espérez une solution bientôt? Il y aura une solution très bientôt qui va satisfaire les exigences de libre-échange entre deux pays. Alors, je vais en venir rapidement pour conclure à une question plus économique. Vous êtes depuis longtemps un défenseur du franc CFA. Le gouvernement se dit prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Quel gouvernement? Le gouvernement français. Ah, il faut le dire. Le gouvernement français, pardon. Oui. Si je ne l'ai pas dit, c'est mon erreur. Oui. Par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui. Alors, une question concrète. Est-ce que vous seriez favorable à un transfert des réserves monétaires de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans un autre pays que la France? C'est une des mesures qui est réclamée. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux faces, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Parce que c'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie à un pays est un élément important de la valeur de la monnaie. Ce changement de domicile des réserves de change de la Banque centrale, c'est pour quand? C'est pour avant le sommet Afrique-France du mois de mai prochain? Non, je n'ai pas à vous donner la date, mais je peux vous dire que c'est déjà acté, c'est déjà la volonté de tout le monde, ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi je vais vous dire une chose, la présence des Français, des Canadiens, d'Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de l'UMOA ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente et digne de confiance, est quelque chose qui ne me gêne pas. Une dernière question très courte. Normalement, c'est l'année prochaine que le CFA doit être remplacé par l'ECO dans les 15 pays de la CEDEAO, mais vous qui êtes un homme pragmatique, vous croyez vraiment que ce sera l'année prochaine? Est-ce vraiment réaliste? C'est un agenda politico-économique. Mais les réalités de l'économie, parfois, sont en déphasage avec la volonté politique. C'est pas évident que, techniquement, nous soyons prêts à rentrer dans une monnaie comme l'année prochaine. Moi, j'ai le défaut de dire les choses de manière trop directe. Les critères de convergence, l'harmonisation de tout ce que, techniquement, concourt à l'entrée à la fois de tous ces pays dans la même monnaie,
pose encore quelques problèmes de calendrier. Même si nous n'y parvenons pas véritablement l'année prochaine, la volonté demeure et nous souhaitons qu'un jour, les pays de la CEDEAO puissent se retrouver tous au sein d'une même monnaie. Ça viendra, même si techniquement nous n'y parvenons pas encore l'année prochaine. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus à Cotonou. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur les antennes de RFI et de France 24. Merci à vous. Merci, M. Perelman, M. Barbouvier. Mais c'était avec grand plaisir que j'ai échangé avec vous sur ces différents sujets difficiles. Le temps très court ne permet pas toujours d'aborder les choses avec en profondeur. Bon, mais c'est déjà bien. Merci. Merci beaucoup.